Cet épisode est réalisé en collaboration avec le BSDQ, l'endroit où les entrepreneurs choisissent de bâtir dans une saine concurrence. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Mon nom est François Toupin. Il s'agit d'une nouvelle série portant sur le processus de soumission favorisant la saine concurrence dans l'industrie de la construction. Qui ne se souvient pas de la commission Charbonneau? Elle avait mis en lumière les stratagèmes de collusion dans l'industrie de la construction à l'époque. Heureusement, beaucoup de chemin a été fait depuis pour favoriser cette fameuse saine concurrence. Quelles sont aujourd'hui les meilleures pratiques que peuvent mettre en place les entrepreneurs en construction pour assurer un processus de soumission selon les règles de l'art, de la préparation à la clôture du projet chez le maître d'ouvrage? Restez avec nous, ce sera assez intéressant pour les prochaines minutes. Au Québec, il n'existe pas d'encadrement officiel pour le sous-traitant dans les appels d'offres. La majorité du temps, les documents de soumission sont adressés à l'entrepreneur général et leur dictent la façon de procéder, ce qui n'est pas le cas des sous-traitants. Cette situation peut malheureusement ouvrir la porte à un manque de transparence ainsi qu'à des pratiques déloyales, notamment du marchandage malhonnête. Qu'est-ce que l'industrie de la construction a mis en place afin de pallier à cette situation-là? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec M. Julian Peterson, qui est directeur technique chez Isolation 4 Saisons, ainsi qu'Alicia de Bonis, chef des communications et relations partenaires au Bureau des soumissions déposées du Québec. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer au balado. Merci de nous recevoir. Ça fait très, très plaisir. Puis vous allez nous être très utile aujourd'hui parce qu'on veut parler de cette problématique qui a eu cours au cours des dernières années, puis qui, enfin, on se sort de ça, puis c'est beaucoup plus clair maintenant. Quels sont les effets d'un marchandage? Ce sera ma première question. Les effets d'un marchandage malhonnête dans un appel d'offres dans l'industrie de la construction. Bien, en fait, le mot marchandage malhonnête est vraiment important parce qu'il y a une différence entre le marchandage et le marchandage malhonnête. Oui, parce que le marchandage existe et il existera toujours. Exactement. Donc, en fait, je pense que du marchandage, on en a tous déjà fait là, dans notre vie là, pour des situations qui sont peut-être un petit peu plus anodines. Un exemple que je donne toujours, c'est, par exemple, si on veut renouveler notre contrat de cellulaire, des choses comme ça, bien, on va faire appel à peut-être plusieurs fournisseurs. Puis ça se peut qu'on dise à un fournisseur, j'ai réussi à avoir un meilleur prix chez votre fournisseur compétiteur pour essayer de faire tenter un peu de baisser. C'est une négociation normale. Exact. Ça, c'est pas du marchandage malhonnête parce qu'en fait, je pense que c'est humain là, de toujours tenter d'avoir le meilleur prix possible. Par contre, lorsqu'on parle de marchandage malhonnête, bien, c'est sûr que si on amène ça dans une perspective d'un grand projet de construction d'envergure qui utilise, par exemple, les fonds publics, bien, si les entrepreneurs en viennent à marchander là, de manière assez abusive, bien, en fait, c'est que le bénéfice qui va avoir été fait par ce marchandage-là, va pas bénéficier à l'État ou aux contribuables. En fait, c'est que c'est les entreprises, finalement, qui vont s'en mettre plein les poches, comme on dit, finalement, puis ça va faire en sorte que les projets seront pas nécessairement de meilleure qualité. Mhm. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en lumière, là, le marchandage qui est malhonnête. Exact. Du côté des entrepreneurs, avez-vous déjà vécu une situation bizarre ou quelle est votre expérience à ce niveau-là? Ben oui, écoute, je peux en même temps, dès le départ, parler du BSDQ. Oui. Exemple, au BSDQ, quand on soumissionne, les entrepreneurs prennent ou ne prennent pas notre soumission versus s'ils veulent travailler, là, je parle des Isolation 4 Saisons, mais s'ils veulent travailler avec nous ou pas. Mhm. Par contre, quand on arrive dans le privé, ils nous demandent des soumissions, mais des fois, il va arriver que des clients ne veulent même pas travailler avec nous. Ils veulent juste... À la base, en partant, ils veulent pas. Ils veulent pas, exemple, le propriétaire du bâtiment est déjà ami avec tel sous-traitant. Voilà. Donc, ils nous font travailler dans le vide, puis à la base, on n'a aucune chance. Ils font juste se servir de notre prix pour faire descendre les autres prix. Mhm. Fait que dans ce cas-là, c'est un peu ça pourquoi on adhère aussi au BSDQ, c'est que on le sait dès le départ que c'est équitable. C'est Exact. équitable qu'on ne travaille pas dans le vide. On met des efforts pour soumissionner, on met des heures, mais c'est équitable. On a autant de chances que les autres. Aujourd'hui, on va le préciser dans les prochains balados aussi, la distinction entre les appels d'offres qui passent par le bureau des soumissions, ça c'est important. Il y a des distinctions à faire aussi au niveau du privé et du public. Oui. Ça, c'est une grande nuance. Ouais. Quand on soumissionne pour le public, le bureau des soumissions est doublement plus important. Bien, en fait, J'imagine. les règles du bureau des soumissions vont s'appliquer autant dans le domaine privé que dans le domaine public. C'est juste que il y a certaines conditions à rencontrer pour qu'un projet passe au BSDQ et le cadre public vient un peu s'arrimer
presque automatiquement là, Mhm. avec nos règles. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup plus de projets publics que de projets privés, effectivement, au BSDQ. Est-ce qu'il y a des conditions d'application? Oui, donc pour que le BSDQ s'applique, en fait, il faut toujours qu'un projet rencontre 4 conditions. Évidemment, nous, on œuvre sur le territoire québécois. Le BSDQ, c'est utilisé pour des projets où il y a de la compétition. Donc, il faut que les entrepreneurs soient mis en compétition, qu'il n'y ait pas personne là, qui soit assuré nécessairement d'avoir un contrat. Il faut que la soumission du sous-traitant atteigne ou dépasse 20 000 avant les taxes. Donc, c'est une condition qui ne doit pas... ça doit être 20 000, sinon en bas de 20 000, on C'est peut bon à savoir. exactement, on ne peut pas déposer. Et il faut toujours qu'il y ait des documents de soumission qui vont faire en sorte que tout le monde va soumissionner sur la même base. Donc, on veut des prix comparables. Donc, plan et devis, tout le monde soumissionne tel que plan et devis. Alors, en bout de ligne, on peut comparer les soumissions. Comme je le mentionnais dans mon introduction, je parlais de la commission Charbonneau. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation-là depuis la commission Charbonneau? Bien, en fait, la commission Charbonneau, ça a mis en lumière des stratagèmes qui existaient dans l'octroi de contrats publics par le gouvernement et, entre autres, envers des entrepreneurs généraux et des firmes de professionnels. Puis là, on se rappelle que ce palier-là est encadré. Donc, je vais le redire, là, les entrepreneurs généraux, quand ils soumissionnent chez leurs clients, ils savent exactement où déposer, ils ont des règles à suivre. Fait que, tu sais, il faut voir ça dans un sens où si un palier qui est ultra réglementé a pu être victime, si je peux dire, d'autant de stratagèmes, qu'est-ce qui arrive dans un palier qui n'est pas du tout réglementé, alias le palier des sous-traitants? Donc, les entrepreneurs spécialisés, là, leur palier, il n'est pas régi. Là. Un entrepreneur spécialisé qui veut déposer sur un projet, même public, il n'y a pas de balise ou de règles claires à quel endroit il veut déposer sa soumission, à quelle heure, etc. Fait que c'est sûr qu'après la commission Charbonneau, il y a des règles qui ont été beaucoup resserrées. C'est sûr que ça a eu un impact sur les différents appels d'offres. Notamment, il y a eu la création de l'AMP, qui est l'Autorité des marchés publics. Oui, c'est vrai. L'AMP, elle, sa mission, c'est de veiller à ce que les organisations publiques et municipaux respectent les règles qui sont contractuelles en vigueur pour assurer une saine gestion des fonds publics dans le cadre d'octroi de construction. Puis aussi que les entreprises puissent obtenir des contrats, mais que tout se soit fait dans un mode assez intègre. Fait que moi, c'est ce que j'aurais tendance à vouloir dire, c'est que le premier palier la vis a été resserrée. Finalement, on a éliminé des stratagèmes qui existaient entre les entrepreneurs généraux, le donneur d'ouvrage, des firmes de professionnels. Évidemment, les projets qui passent par les services du BSDQ, nous, l'encadrement, il existait déjà. Et évidemment, c'est sûr que là, si le palier supérieur se resserre, bien, c'est sûr que là, la transparence, l'intégrité, ça va finir par descendre au second palier. Tout à fait. Tout le monde va pouvoir bénéficier là, de ça. Puis comme le BSDQ existait avant, bon, il existe toujours. Les règles ont été resserrées, comme vous dites. Et si tout le monde fait affaire avec cette plateforme-là et utilise le bureau, ben la saine concurrence sera de retour. Elle est de retour. Ça encourage les gens à avoir de bonnes relations d'affaires. Ben oui, puis en ajout à ça, chaque fois qu'une soumission est déposée au BSDQ, nous, on envoie la copie au maître d'œuvre, architecte, ingénieur. Donc, il n'y a pas juste l'entrepreneur qui reçoit notre prix. C'est vraiment tous les maillons de la chaîne du projet. Donc, il n'y a pas moyen de tricher ce prix-là de quelconque façon. Il y a moyen de se faire connaître aussi. Il y a moyen de se faire connaître aussi. Quand on soumissionne pour les nouveaux entrepreneurs qui veulent adhérer, là, c'est quand même très intéressant parce que quand on soumissionne, on fait la recherche du projet, on l'ajoute dans l'ATS. On l'ajoute dans l'ATS et puis rendu là, on crée notre soumission puis on peut aller ajouter tous les entrepreneurs qui sont intéressés sur le projet. Tous les généraux sur le projet vont vous mentionner qu'il y a un intérêt, vous filtrez ça et puis par la suite, vous pouvez donner la soumission à quiconque est dans cette liste-là. Pour nous, ça a été extrêmement bénéfique dans les dernières années parce qu'il y a des clients qu'on ne connaissait même pas, qui nous connaissaient à peine. On a finalement eu des projets, on les a fait avec eux, puis c'est devenu des clients à long terme. Puis un développement d'affaires avec eux. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ce processus-là va éviter justement que ce soit toujours les mêmes qui obtiennent des contrats parce que si, par exemple, Isolation 4 saisons ne connaissait pas un entrepreneur général XYZ et qu'il lui transmet une soumission, sa soumission, elle est ouverte, bien, en bout de ligne, l'entrepreneur général, selon les règles du BSDQ, va devoir octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme cautionné. Donc, si c'est Isolation 4 saisons, bien évidemment, ça va forcer un peu la relation d'affaires. Donc, ça peut servir de tremplin, le BSDQ, pour des petites entreprises qui veulent se lancer sur des marchés plus grands. Puis, à l'inverse, un entrepreneur général qui est à la recherche de sous-traitants, qui ne connaît pas nécessairement tout le monde, bien, pourrait se retrouver à recevoir des prix qu'il n'attendait pas. A toujours l'option de les ouvrir ou pas. Là. Mais bref, effectivement, ça stimule grandement là, la compétition sur un projet. Qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire pour se protéger, disons, pour pas que la situation redevienne ce qu'elle était avant? Les entrepreneurs généraux ou les sous-traitants? Peu importe. Allez-y comme bon vous semble.
Honnêtement, c'est de créer des règles, tu sais, un peu comme SAO, créé avec les entrepreneurs généraux, tu sais. Il y a un devis, il y a des plans, tout le monde soumissionne sur la même chose. Les prix sont divulgués en même temps. Il n'y a pas Pas de cachette. de cachette, de quoi que ce soit. Et puis, ça fait que quand, exemple, nous, en tant que contribuables, on investit dans une école, ou une bibliothèque, peu importe, Mhm. écoute, on a le meilleur prix pour exactement les plans et devis qui ont été soumis. Quand on rentre dans le monde du sous-traitant, là, tu sais, c'est un petit peu différent. Ouais, là, c'est autre chose. C'est ça. C'est ça pourquoi le BSDQ a été inventé, je crois. Oui, en fait, si je peux faire un petit topo sur la création du Oui. BSDQ, là, vu qu'on est dans les débuts de notre série de balados. Allons-y avec la définition. Oui, donc BSDQ, c'est pour Bureau des soumissions déposées du Québec. En fait, nous, on est un OBNL, puis ça fait presque 60 ans qu'on existe dans l'industrie de la construction. On appartient à une association et 2 corporations. Donc, l'Association de la construction du Québec, la Corporation des maîtres électriciens et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie. En fait, l'objectif de la création du BSDQ, c'est que le marchandage malhonnête, il existe encore aujourd'hui, mais il existait évidemment il y a plus de 60 ans. Et en fait, le but, c'était, comme Juliane l'a mentionné, c'était de venir donner une chance égale à tout type d'entreprise. Que tu sois une petite entreprise, moyenne, donc peu importe la taille, que tu puisses avoir la même chance qu'une autre entreprise pour soumissionner sur des projets d'une certaine envergure. Établir des normes, un code. Exactement. Ouais. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un appel d'offres, qu'il soit public ou privé, l'entrepreneur général, lui, il a un cadre à suivre. Il va toujours savoir où déposer sa soumission, à quelle date, à quelle heure. Il va être mis sur un même pied d'égalité que ses compétiteurs. Mhm. Mais le palier en dessous, donc en sous-traitance, que ce soit le public ou le privé, ce palier-là, il n'est pas gouverné. Il n'y a pas de règles qui sont fournies à l'entrepreneur spécialisé. Fait que si on transmet notre soumission, par exemple, à 6 entrepreneurs généraux, il va avoir 6 façons différentes de transmettre son prix. Donc, la soumission, elle est doublée 6 fois. Le pourcentage de possibilité d'erreur peut être augmenté. Puis, en fait, le sous-traitant, en bout de ligne, il n'y aura aucune façon de savoir, lui, il se situe où sur le marché par rapport à ses compétiteurs parce qu'il ne verra pas le prix des autres qui ont soumissionné. Ouais. Les entrepreneurs généraux, eux, vont avoir accès à qui a soumissionné en compétition avec moi, c'était quoi leur prix, c'est quoi mon rang, mais le sous-traitant, lui, n'a pas accès à ça. Fait qu'avec un système comme le BSDQ, on vient offrir aux sous-traitants le même encadrement auquel a droit l'entrepreneur général, mais au second palier. Fait qu'on les met tous sur le même pied d'égalité, ils vont tous soumissionner à la même date, à la même heure, selon le même encadrement. Ils n'auront pas le choix de faire le meilleur prix possible, comme Juliane l'a mentionné, pour la construction de l'école XYZ, et en bout de ligne, que le meilleur gagne une fois que les soumissions vont être ouvertes. Oui, parce que pour vous, vous êtes carrément un sous-traitant par rapport à un entrepreneur général. Exact. On est un sous-traitant, on fait une spécialité. Puis un peu comme Alicia dit, tu sais, je peux retourner ça sur quand on soumissionne hors BSDQ, ça fait place à la. Je dis pas que tous les gens sont malhonnêtes, mais ça fait place à la malhonnêteté ou à du monde qui étire les règlements. C'est exemple, je vous envoie ma soumission, c'est à 100 000 $, mais comme Alicia dit, il n'y a pas une heure précise que faut que je le pose. Puis je vous envoie un document souvent en PDF. Est-ce que ce document PDF-là peut se retrouver dans les mains d'un de mes compétiteurs? Ah ben oui. Ça, c'est pas fermé, c'est pas... C'est pas moi qui régis ça. Là. Après, ça fait place à l'honnêteté des gens. Il faut faire confiance à tout le monde. Ouais, est-ce que de votre côté, vous voyez le BSDQ comme une espèce de protection, on pourrait dire, comme un encadrement? Exactement. C'est tout le monde soumissionne à la même heure, la même journée, sous les mêmes règles. Maintenant, on a même un guide de dépôt pour notre spécialité depuis 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Les premiers guides sont sortis en 2016, fait que je ne pourrais pas avoir la date précise. Ça fait même plus longtemps que ça. Donc, puis les guides de dépôt, on parle plus technique, mais les guides de dépôt se détaillent de plus en plus, ils sont de plus en plus précis, puis sont de plus en plus faciles à utiliser, je dirais. Donc, ces outils-là permettent que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Pour les entrepreneurs qui ne se servent pas du bureau des soumissions, comment ça fonctionne, le guide, en gros, là, sans se donner le détail, mais... En gros, donc, c'est une aide pour les sous-traitants pour faire leur soumission, mais encore. C'est une série d'items d'inclusion et d'exclusion qui clarifient notre mandat. Donc, au fil des années, des items s'ajoutent, s'enlèvent, ou se clarifient simplement. Mais avec ça, en gros, honnêtement, ça laisse peu de place aux zones grises. Ouais, si je peux peut-être... pour les auditeurs, là, préciser un peu l'objectif de la création d'un guide. En fait, c'est que, vous savez, dans un processus d'appel d'offres, il y a beaucoup d'intervenants. Il va y avoir le maître de l'ouvrage, il va y avoir les professionnels, les architectes, les ingénieurs. Ensuite, il y a les entrepreneurs. Fait que, chacun a son expertise. Puis ça peut arriver que dans la conception des plans et des devis, on ait soit oublié certaines choses ou qu'à l'inverse, on a mis
certaines choses dans plusieurs sections de vie. Puis c'est pour ça que les guides de dépôt ont été créés, en fait. C'est que, par exemple, si Isolation 4 saisons soumissionne dans la spécialité isolation thermique, bien là, on voulait s'assurer, par exemple, que les items qui étaient mentionnés à sa section de travaux n'étaient pas aussi mentionnés dans une autre section pour que là, finalement, on se retrouve avec 2 corps de métier qui soumissionnent les mêmes travaux, mais qu'on sait très bien qu'en bout de ligne, rendu sur le chantier, il y a juste une entreprise qui va faire ces travaux-là. Donc, ça vient justement favoriser la comparabilité des soumissions. Et ben voilà, donc ça aide les entreprises, puis ça les force aussi à prendre connaissance de l'ensemble des documents de soumission. Donc, le guide va demander, par exemple, à Julian d'inclure certains items, d'en exclure, donc va le forcer à aller consulter les autres sections de vie également. Fait qu'en bout de ligne, les soumissions, elles sont conformes aux exigences des documents et des guides. OK. À quelle fréquence vous utilisez le bureau des soumissions? Toutes les semaines, on a un travailleur, un estimateur qui est quasiment attitré à ça. OK. Ah oui, Ouais, pour faire les soumissions. ouais. C'est C'est le Houdini du BSDQ. Comment le BSDQ permet d'assurer une saine concurrence? Vous ne travaillez pas pour la police. Non. Vous n'avez pas juridiction sur l'industrie, mais vous avez un code, comme on le disait, vous avez des méthodes de travail, puis vous voyez à ce que ça fonctionne correctement. En fait, le BSDQ, ça fonctionne maintenant là, depuis plusieurs années via une plateforme électronique. Ça s'appelle la TES. TES, c'est pour Transmission électronique des soumissions. Donc, tous les entrepreneurs qui ont un engagement avec le BSDQ, qui ont adhéré à nos services, ont un code d'usager, un mot de passe, et c'est vraiment sur cette plateforme-là que toutes les actions relatives au processus de soumission vont être faites. Good. Donc, il n'y a aucun, comme mentionnait Juliane tantôt, il n'y a pas de PDF qui va transiger par courriel, il n'y a rien qui est envoyé à l'extérieur de la plateforme, tout se fait au travers de cette plateforme-là, et évidemment, là, il y a des règles assez strictes là, au niveau du processus. Donc, par exemple, si une date de dépôt est fixée un mardi à 15 h, ben, l'entrepreneur qui est en retard puis qui essaye de déposer à 15h05, il ne pourra pas déposer sa soumission, il est trop tard. Okay. Il ne pourra pas faire de modification s'il s'est trompé à son prix. Donc, tu sais, vraiment, ça met les gens sur un même pied d'égalité. Ça donne une chance égale aux petites, aux grandes entreprises et ça offre surtout une transparence parce qu'une fois que le projet va être fermé, les entrepreneurs spécialisés comme Isolation 4 saisons qui ont soumissionné sur un projet vont avoir accès à un rapport qui va détailler tout ce qui a été déposé par leurs compétiteurs, qui va leur révéler tout ce qui s'est passé durant la période d'appel d'offres. Donc, à ce moment-là, aucune possibilité de se faire marchander de manière malhonnête parce qu'on a le portrait global de la situation. Et ça encourage la concurrence, en quelque sorte. Hein. Vous écoutez, c'est une plateforme qui sert à quelque chose, finalement. Ben oui, c'est très utile. Puis en même temps, c'est plaisant parce qu'un peu comme le CAO, on peut voir notre compétition, d'un point de vue stratégique, on peut voir la compétition se situe où, quelle entreprise, quel genre de projet, est-ce que je suis dans le marché, je suis pas dans le marché? Ouais, parce que là, après, ajustez vos prix par la suite. Ben oui, parce qu'après, on soumissionne des projets qu'on n'est pas au BSDQ, qu'on ne sait pas les résultats. Fait que c'est vraiment plaisant pour plusieurs aspects. Il n'y a pas juste l'aspect de l'honnêteté, puis tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est intéressant pour plusieurs choses. Il y a vraiment une différence entre les projets qui passent par le bureau des soumissions ou pas. Hein? Il y a vraiment une différence entre les deux projets, comme on l'a constaté. Pour les auditeurs qui souhaitent en apprendre davantage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il existe des ressources pour consultation future? Oui, tout à fait. Bien, en fait, nous, au BSDQ, là, on a vraiment beaucoup d'outils qu'on a mis en place, surtout dans les dernières années, pour favoriser la compréhension de nos règles, parce qu'évidemment, c'est colossal quand même, là, le code de soumission. C'est pas une lecture de chevet, disons. Il faut quand même... C'est apprentissage. C'est quelques années. Pour suivre les normes et tout ça. Oui, c'est ça. Puis il faut savoir que, tu sais, peut-être qu'il y a des entreprises comme Isolation 4 saisons qui s'en servent à chaque semaine, mais par exemple, des nouvelles entreprises, peut-être qu'ils l'utiliseraient moins fréquemment. Donc, ça peut être bien, par exemple, de commencer son processus avec le BSDQ en suivant une formation. Nos formations, elles sont sans frais. Donc, les entrepreneurs peuvent s'y inscrire, peuvent la refaire s'ils le souhaitent, ils veulent se mettre à jour. Ça dure 2 heures. On les offre par webinaire. On se déplace aussi en entreprise sous réserve là, d'un nombre minimal de participants. Elles sont reconnues par la Régie du bâtiment du Québec. Donc, si les entreprises ont des heures de formation obligatoires à faire, on a un outil qui s'appelle le Code expliqué depuis quelques années. Donc, tous les articles du code qui ont été sélectionnés, par exemple, pour ce projet-là, ont été vulgarisés. Donc, dans des mots moins juridiques, plus familiers, que monsieur, madame, tout le monde vont comprendre. On a ajouté aussi des jurisprudences, donc des décisions qui ont été rendues par les tribunaux antérieurement pour justement donner un peu les lignes directrices là, quand il arrive certains litiges. On a un centre d'apprentissage où chaque étape du processus BSDQ est expliquée à l'écrit et en audio. On a des capsules vidéo. On n'arrête pas là, de fournir notre... D'alimenter la plateforme.
Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futurs entrepreneurs? Ben, en fait, moi, la première chose que je leur dirais, c'est de faire un peu comme Julienne le mentionnait. L'isolation 4 saisons ont assisté à un de nos événements dernièrement parce qu'on fait des événements, des tournées en région. Fait que moi, je pense que si vous êtes d'une certaine région, vous vous intéressez au BSDQ, inscrivez-vous à un de nos événements. Le coût est très, très modeste, là, en fait. Non, c'était pas très dispendieux. C'était pas très dispendieux, puis tous les fonds sont toujours remis à une cause parce qu'évidemment, nous, on est un OBNL, fait qu'on n'organise pas ça là, pour faire des sous, on organise ça pour rendre service aux entreprises. Mais évidemment, quand on organise un événement, il faut que tu t'assures que les gens soient présents. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer. Vous pouvez rencontrer toute l'équipe du BSDQ. On donne une formation complète. Sinon, simplement vous inscrire à une de nos formations en ligne là, si jamais on n'a pas un événement dans votre région. Moi, je pense que ça serait vraiment le premier pas vers le BSDQ pour voir est-ce que ça entre dans les cordes de où est-ce que mon entreprise se dirige dans les prochaines années. Puis, je sais pas, Julienne, toi, est-ce que tu as un conseil peut-être à donner à ceux Ben, quand on va à vos formations, tu sais, c'est pas juste la formation. En fait, tu croises plein de gens. Ouais. Puis, tu sais, s'il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent au BSDQ, ils vont croiser l'isolation 4 saisons, ils vont nous parler, on peut te donner des trucs ou notre impression, mais aussi quand on est allé la dernière fois, on a croisé l'avocat de l'ACQ qui était là, je crois, qui était très intéressant. Tu sais, fait qu'on va là pour les formations, le refresh sur les nouvelles techniques. Et développer les relations d'affaires aussi, peut-être. Ben oui, puis c'est ça, on a des réponses à vos questions. Ben voilà. C'est le but de la chose. Oui, c'est le but de l'affaire. C'est peut-être bon de souligner aussi que ça couvre tout le territoire au Québec. Là. Oui, exactement. C'est interrégional aussi. C'est sûr qu'au niveau... Les soumissions peuvent se promener, là, peuvent aller d'une région à l'autre. Ben en fait, c'est fait électroniquement. Donc, je vous dirais que jadis, elles se promenaient, les soumissions, dans un outil. Littéralement. Oui, jadis, les enveloppes étaient déposées dans des bureaux régionaux, puis elles se promenaient. Mais maintenant, là, c'est centralisé. C'est centralisé. Toutes les régions sont. Oui, toutes les régions sont, on va dire, assujetties. C'est pas toutes les spécialités qui déposent dans toutes les régions, mais encore là, ce genre d'informations-là, on peut l'obtenir rapidement sur notre site. Bon, c'est bien lancé, cette série de balados. Je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre présence. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur le processus de soumission favorisant la saine concurrence. Nous souhaitons remercier Julianne Peterson et Alicia Debonis pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi le Bureau des soumissions déposées du Québec, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur les bonnes pratiques pour bien préparer sa soumission. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com dans la section Balado. Merci de votre attention et à très bientôt.